on a quand même vu une jeunesse qui a pratiquement bousculé le chef de l'État français, mais avant de s'arrêter sur la légitimité, questionner la légitimité de ces échanges entre le président Macron et la jeunesse africaine, représentative des pays africains, est-ce que le président Macron, justement, dans sa réorientation, ne cherche pas à corrompre la jeunesse africaine? Puisqu'aujourd'hui, on voit les tensions qu'il y a entre les pays, notamment la Centrafrique et la France, on a Alger et Paris aujourd'hui. Est-ce que, justement, il ne voudrait pas réorienter en attirant la jeunesse africaine, les faveurs de la jeunesse africaine? Alors, pour moi, de façon très claire, il s'agit évidemment, j'ai envie de dire éminemment, d'une corruption intellectuelle. Pour moi, ça ne fait l'ombre d'aucun doute. C'est ça la démarche, en réalité. C'est aussi une démarche de mépris pour bien montrer aux chefs d'État africains qu'il y a une alternative entre les mains, justement, de M. Macron et de la France. Avant, en réalité, c'est les méthodes qui changent. Les objectifs et les aspirations et inspirations restent les mêmes. Puisqu'avant, vous vous rappelez bien que ce sont eux qui ont toujours eu à coopter les chefs d'État au gré de leurs intérêts. Et dès que vous sortiez de leur schéma d'intérêt, ils vous boutaient hors du pouvoir. Et même l'alternative des opposants, c'était encore eux. C'est-à-dire qu'en fait, l'Afrique s'est retrouvée depuis au moins les années 60 dans un jeu de dupes où la France tenait les pions des deux côtés. C'est-à-dire que du côté des chefs d'État qu'ils plaçaient et du côté de l'opposition où ils avaient au moins un pion qui permettait de faire chanter les présidents en place. Et donc, quand les Africains se battaient pour que ce soit l'opposant qui gagne, en réalité, on restait dans un carcan bien précis, dans un cadre qui ne faisait que profiter à la France. Et nous, on avait nos illusions de changement, alors que c'était un prétendu changement, mais en fait, on restait dans la continuité avec laquelle, en fait, la France tirait toujours les ficelles. Je vous rappelle que ça fait quand même 47 ans que les sommets France-Afrique existent. Aujourd'hui, on voit des gens assez émotifs qui considèrent que le fait de dire maintenant Afrique-France, c'est une grande révolution. C'est extraordinaire. C'est-à-dire M. Macron respecte les Africains parce que ce n'est plus France-Afrique. Or, on sait très bien que c'est une symbolique qui n'a aucun impact puisque la France-Afrique rappelle ce qu'elle est, et ce n'est pas parce qu'on met Afrique-France que ça change quelque chose. Donc c'est de l'édulcoration, c'est un vernis en fait qui n'a aucune consistance et qui ne peut pas flatter les esprits avertis. Et donc, je ne vois pas comment, mais j'essaie juste de faire preuve de bon sens, je ne vois pas comment la France, qui est en déliquescence économique avancée. Tous les chiffres le montrent. Ce n'est pas le cas de l'émission. Vous faites une autre émission où je vous le démontre. Allez-y, les explications sont bienvenues. Mais tous les éléments économiques montrent que la France est en déliquescence. Regardez ce qui s'est passé récemment encore avec les 12 sous-marins que la France considérait comme le marché du siècle avec l'Australie et qui ont été récupérés par les États-Unis. Mais la France est dans tous ces états. Mais ce n'est qu'un signe de ce que même du côté de l'Occident, la France est un peu le vilain petit canard avec qui personne en réalité ne trouve son compte d'un point de vue économique. Et je peux vous citer tellement d'autres. Quand vous regardez l'Afrique, qui est et qui a été pendant beaucoup trop longtemps jusqu'à aujourd'hui considérée par la France comme son précaré économique précisément. Je vous rappelle, pour ne prendre que cet exemple, quand vous prenez Orano, ancienne Areva, qui est la société d'uranium d'électricité en France, je vous rappelle que la France est l'un des pays les plus électrifiés au monde, après les États-Unis, et je pense un ou deux autres pays, c'est-à-dire avec un taux de couverture en électrification de près de 85%. Et que l'essentiel des sources en électricité de la France, c'est le nucléaire à base d'uranium. Et que l'uranium, l'essentiel de l'uranium qui est exploité par la France, provient à plus de 60% du Niger. Mais demandez-moi quel est le taux de couverture électrique au Niger. On vous écoute. C'est à peine 20 à 25%. Donc voilà des paradoxes. Mais il se trouve que les jeux et les cartes sont en train d'être redistribuées d'un point de vue géostratégique, puisqu'il y a la Turquie qui s'invite, il y a la Chine qui s'invite en Afrique, il y a la Russie qui s'invite, aussi bien d'un point de vue économique que militaire. Je vous rappelle que les bases militaires en France ne sont pas des bases pour préserver la sécurité, comme il fallait seulement annoncer, mais c'est pour préserver justement l'exploitation des ressources minières en Afrique et les protéger par leurs armées. C'est ça la réalité.
Même si ça peut faire mal comme ça à ceux qui restent dans des schémas très édulcorés. Mais c'est ça la réalité. Et donc, la France se retrouve dans une situation où sa prétendue chasse gardée en Afrique, d'un point de vue économique, est en train de lui échapper. Et c'est une certitude absolue, c'est irréversible. L'Afrique est en train de comprendre, a compris qu'elle ne peut pas continuer de rester le laquais de la France, d'un point de vue économique, laquelle France ne peut pas continuer à la spolier. À lui ressortir toutes ses ressources comme ça, au détriment même des populations africaines et de nos économies. Et donc, d'un point de vue global, vous vous rendez compte, quand vous prenez les fleurons économiques français, vous allez prendre quoi? Vous allez prendre, je pense, comment vous appelez cette société aérienne-là? Airbus. On nous dit, mais en réalité, Airbus, la France n'est propriétaire en termes de part qu'à 11,08%. Et l'Allemagne directement à 11,07%. Et après, il y a plein d'autres pays. En réalité, quand vous recherchez les fleurons économiques, ce qui est présenté comme tel français, tous ceux qui le sont réellement, comme Orano, Areva ou Total, c'est en Afrique qu'ils tirent toutes leurs ressources. Et ces fleurons-là, soi-disant, qui en fait ne tirent pas leurs ressources en Afrique, comme Airbus et les autres, la France en réalité, si elle n'est pas minoritaire dans le capital, elle est d'égal à égal avec certains pays. Donc en réalité, vous vous retrouvez avec une France qui est en sérieuse difficulté, parce que je vous rappelle qu'en dehors de façon caricaturale de la pluie et du vent, il n'y a pas grand-chose que la France produise. Je parle en termes de richesse naturelle du sol et du sous-sol. En tout cas, tout ce qu'il produit est assez négligeable. Et donc, vous ne pouvez pas avoir donc, cette France qui tient à préserver ses intérêts en Afrique. Et la même France qui appellerait donc des Africains pour venir leur expliquer à eux, les Français, en tout cas la France officielle, comment faire pour arrêter de saigner l'Afrique. Quand on sait que les revendications légitimes des Africains, même celles qui ont été données là de façon théâtrale, elles sont légitimes. Je veux dire que ça, c'est la forme. Mais on sait très bien que si ces revendications sont entendues et si des résolutions sont prises, c'est au détriment de la France. La France ne peut donc pas faire les choses à l'encontre de ses intérêts. Bien, Paul.